vendredi 13 septembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 podcast que vous avez bien entendu. Nous sommes un vendredi 13, mais c'est pas ça qui nous arrête de vous donner l'épisode de votre guide pour Azerbaïdjan 2024, c'est-à-dire qu'au cours des prochaines minutes, vous allez entendre toute l'information qui vous est nécessaire afin de profiter pleinement de votre week-end de course. Mais tout d'abord, on débute avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps de rejoindre notre collaborateur du vendredi en direct de Moncton au Nouveau-Brunswick. Il est le champion de la série américaine F2000. Il est le dernier pilote à avoir remporté la série F1600 au Grand Prix du Canada. Jean-Christophe Tran, re-bienvenue au F1 Podcast. Ben oui, merci encore, le Maquet. Ça fait un plaisir de vous accueillir ici dans mon petit voyage de travail. Ça fait plaisir. Merci encore, Martin. 1 heure plus tard dans les maritimes, mais tes commentaires vont être à point pareil. Tu es à l'heure juste, comme d'habitude. On salue, Je vais essayer. on salue les gens de Moncton qui nous écoutent aussi. On a beaucoup d'auditeurs dans ce secteur-là. Donc, si vous vous promenez dans les rues, si vous allez faire l'épicerie au cours des prochaines heures, au cours de la prochaine journée ou le week-end, vous aurez peut-être la chance de croiser notre collaborateur Jean-Christophe Tran. Donc, ayez l'œil averti si vous reconnaissez un gars avec cheveux au vent qui a l'air d'un pilote de course qui a déjà remporté des titres. Eh bien, c'est bien lui, c'est Jean-Christophe Tran. Exact, exact. Je vais regarder là, moi aussi. Regardez-le ouvert. Rencontrer nos chers auditeurs de Nouveau-Brunswick qui sont très, très chaleureux, des passionnés de course automobile en général. Les auditeurs vont me demander qu'est-ce qu'il fait là au Nouveau-Brunswick? Est-ce qu'il y a une course en fin de semaine? Qu'est-ce que t'es là pourquoi? T'es là pour le travail, hein, et non le plaisir, mais ça veut pas dire que tu peux pas joindre les deux. Oh non, exact. Non, c'est une ville, une région extrêmement agréable à être. J'ai quand même la chance d'avoir un petit peu de temps libre entre mes journées de travail. Je suis là je travaille pour un manufacturier qui est BMW et on fait la tournée ultime M. Donc, aussi, si vous êtes quelqu'un avec une voiture M qui a été invitée au lancement demain chez BMW Moncton, vous allez pouvoir me voir là aussi. Donc, c'est pour ça que je suis ici et on fait la tournée dans l'Est du Canada avec BMW. Donc, c'est toujours très, très agréable. Très, très belle communauté. Tout le monde est super chaleureux ici. Puis, Bon. ça va de soi pour dire que c'est super agréable. Donc, demain, c'est le lancement officiel de la M pour BMW Moncton. Dans le fond, c'est ça qu'ils vont la présenter à leurs différents clients, j'imagine. Il y a des On fait la personnes qui ont tournée été invitées. ultime, puis en même, Ouais, excuse-moi, ouais, ouais, non, c'est vas-y. ça. On fait une tournée avec des voitures M, donc sur les voitures électriques ou à essence, puis on a aussi le nouveau X3 qui s'en vient. C'est pas un M, mais quand même. C'est plus parce que c'est le développement mondial du nouveau X3 redessiné, donc plusieurs personnes font aussi des événements pour souligner le tout avec des invités qui ont déjà des X3 ou des M. Donc, puis on fait des essais routiers avec ça entre-temps. Donc, ça sera un grand plaisir de vous accueillir. Non, puis vous êtes entre bonnes mains. Vous avez un pilote automobile pour vous démontrer qu'est-ce que vos achats futurs ou vos achats récents sont capables de faire. Bien sûr, on vous conseille pas de reproduire ce que Jean-Christophe est capable de faire. Là, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Surtout pas sur une route versus un circuit routier. Écoute, je te lance dans le vif du sujet. Tu n'es pas sans savoir, à moins que tu étais vraiment sous une roche à Moncton. KGN Newey a confirmé qu'il se joindrait à Martin, l'écurie. C'est bizarre que j'ai eu de la misère à dire Martin quand mon nom c'est Martin, en tout cas. Ça part mal. Ça arrive, ça arrive. C'est ça. AJ Newey qui va rejoindre une écurie à saveur locale pour nous puisqu'elle est détenue en partie par Lawrence Stroll, un Montréalais. Il y a aussi le pilote montréalais Lance Stroll qui est le coéquipier de Fernando Alonso. AJ Newey, ben c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a accumulé les championnats. J'aime bien dire qu'il dessine les championnats puisque c'est à l'aide de son crayon plutôt qu'avec un volant et une pédale à gaz qu'il réussit à les conquérir. C'est un contrat colossal qu'on lui a offert, là. On parle de 5 ans à 30 millions de dollars par année. Pour donner un peu une idée aux gens, ça, ben, il y a seulement 2 pilotes de la grille. Donc, sur les 20 pilotes, il y en a seulement 2 qui vont gagner plus qu'Adrian Newey à compter de l'année prochaine, c'est-à-dire Max Verstappen et le septuple champion Lewis Hamilton, qui seront les deux à gagner plus que Newey. Et il devient aussi, par le fait même, actionnaire de la compagnie. Ils n'ont pas précisé à quel pourcentage on lui avait donné des actions, mais ça, c'est quelque chose qui l'a
qui l'a intéressé. On a réussi à le séduire avec ça, selon les dires de son agent Eddie Jordan. Il aura aussi carte blanche, donc tout ce qui est du département technique. Donc, il va pouvoir aller chercher qui il veut. Donc, les autres écuries là, devront se tenir les fesses serrées au cours des prochains mois et au cours des prochaines années parce qu'il y aura une période de recrutement agressive qui va se poursuivre du côté de Aston Martin. Et là, on a quelqu'un, on a un élément clé pour réussir à négocier avec eux en ayant Newey qui va pouvoir tout simplement prendre son téléphone et faire les appels aux bonnes places là, pour savoir qui il voudra dans son équipe. C'est à partir de mars 2025. On a une période pour protéger les savoirs de chaque écurie. Lorsqu'une personne clé dans une écurie quitte, ben, on demande à ce moment-là une période de jardinage, une drôle d'expression, c'est l'expression qui est courante à ce moment-là. Donc, on lui demande de ne pas travailler ailleurs, une clause de non-concurrence pendant un certain temps. Et lui, sa clause va prendre fin dans le premier trimestre de l'année 2025, donc la prochaine saison. Donc, lui, il a mentionné que ce serait aux alentours du mois de mars qu'il pourrait commencer à se joindre à Aston Martin. Ça tombe bien puisque la nouvelle réglementation pour la saison 2026, on va changer l'ère des voitures. Donc, on va aborder un autre virage du côté de la FIA et de la Formule 1 Liberty Media. Mais à ce moment-là, ça va être publié officiellement le 1er janvier, donc au début de la nouvelle année. Donc, ça va laisser 3 mois à AJ Newey pour quand même regarder ça chez eux, même s'il n'a pas le droit de travailler avec Aston Martin. En gros, il a le droit de commencer à dessiner sa voiture. Elle a juste pas le droit d'être verte pour le moment. C'est juste à partir du mois de mars qu'il va être capable de Bien dit. commencer à dessiner une voiture avec de la couleur verte pour vous montrer un peu là, euh, le principe que on veut bien dire, ah, t'as pas le droit de travailler pour l'autre écurie entre-temps, mais c'est seulement les communications parce qu'il y a rien qui va empêcher son cerveau de commencer à déjà avoir des idées pour ce qu'il peut vouloir construire pour la saison 2026. Du côté de Lawrence Stroll, on a aussi mentionné que la saison 2025 serait probablement une transition vers 2026, que AJ Newey, ses efforts seraient probablement concentrés plus vers la nouvelle réglementation, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas aider là, quand même à essayer de localiser des problèmes sur le prochain modèle de la AMR 25. Aussi, il n'est pas tout seul à joindre ce projet-là. Là, on a fait des grosses acquisitions. Il va aussi avoir l'ex-PDG de la division moteur de Mercedes, c'est-à-dire Andy Cowell. On vous en avait parlé déjà dans plusieurs épisodes. Ben, lui vient rejoindre le groupe. Il va devenir le PDG de la compagnie Aston Martin à compter du mois prochain. Donc ça, déjà là, il va déjà être là pour commencer à mettre des choses en place. Tandis que l'ancien directeur technique de Ferrari, Enrico Cardile, ben lui, il occupera le poste nouvellement créé de directeur technique, mais lui, ce sera au cours de la nouvelle année. Donc, il devrait arriver au même moment que Adrian Newey. Quand on parle de directeur technique du côté de Aston Martin, bien sûr, oui, Enrico Cardile va occuper ce poste-là. C'est un poste que Newey occupait chez Red Bull, mais lui, on lui a créé un nouveau titre. Il sera le partenaire manager de tout ce qui est le volet technique. Donc, dans le fond, en gros, il va chapeauter tous les départements. Il sera au-dessus de ce que Cardile va faire, mais tout le monde va travailler en équipe. Bien sûr, c'est lui qui va avoir à installer une certaine chimie. Je te lance la balle de ton côté, Jean-Christophe. Pour toi, ça signifie quoi là-dessus? Est-ce que c'est une révolution dans le monde de la F1? Est-ce que tu as apprécié cette annonce-là, content de le conserver? Je sais que tu avais déjà mentionné que tu trouvais que c'était risqué de sa part de peut-être vouloir poursuivre plutôt que prendre sa retraite. Il est quand même rendu à 65 ans. Il a tout gagné. On voit que c'est vraiment l'amour du sport qui lui demande de continuer. Comment tu as appris cette nouvelle-là là, de ton côté? Je dirais pas que j'étais surpris, mais quand même, c'est peut-être parce qu'on s'en attendait depuis je sais pas combien de temps, puis c'est comme la nouvelle était déjà à moitié su, puis là on le savait un peu, puis Mhm. mais honnêtement, d'après moi, c'est juste parce qu'il est tellement pas prétentieux, tu sais, de sa carrière, de ses accomplissements que lui, il veut pas le garder sans comme un genre de parcours presque parfait. Ça ne dérange pas de prendre un risque à la fin de sa carrière, au diable, les conventions, juste faire un autre projet. Ça fait 20 ans qu'il n'est pas parti d'un nouveau projet, d'avoir une équipe qui était confortablement mid-pack, comme avec Red Bull à l'époque, quand il les a pris, et les amener en avant avec quoi maintenant? 7 championnats? Ouais, bon. De 8 constructeurs puis 7 de pilotes. Donc, Ça ça, va être c'est chez, intéressant à voir. chez, J'ai juste hâte de voir.
à l'œuvre l'évolution. Parce que c'était marqué son départ chez Red Bull, j'attends voir ce que ça va être marqué aussi son arrivée chez Aston Martin. Ça va être vraiment intéressant à voir. Ouais, chez Red Bull, c'était 7 et 6 comme tu mentionnais. Puis au total de sa carrière, c'est 13 championnats du monde au niveau des pilotes et 12 du niveau constructeur. Pour les pole positions, ses créations ont donné 256 pole positions et 220 victoires. Quand on dit qu'il est le... Ridicule. Ouais, c'est ridicule. Quand on dit qu'il est le meilleur créateur de tous les temps. J'ai aimé aussi dans une entrevue qu'il a donné à un podcast britannique, il mentionnait que ce qu'il aime, ce qui lui donne sa passion, là, qui lui donne le goût de continuer, c'est qu'il n'a jamais voulu rejoindre une écurie qui est au haut du peloton. Donc, lui, peut-être que la domination de Red Bull au cours des dernières années, c'est quelque chose qui l'allumait un peu moins. Il voulait renouveler, il voulait faire quelque chose de nouveau, avoir un nouveau défi. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait voulu aller rejoindre une écurie comme Alpine et puis quelqu'un ou Williams qui connaît plus de difficultés, qui est plus loin? Je pense pas qu'il aurait été jusque-là, mais je pense que qu'est-ce qu'il aime bien, c'est oui, la nouvelle infrastructure à la fine pointe de la technologie qui a été construite par le groupe Aston Martin et Lawrence Stroll. Ça l'a allumé beaucoup, mais le fait qu'il sent qu'il peut faire progresser l'écurie au cours des prochaines années, et c'est surtout ça qu'il veut. Il n'aurait pas rejoint un projet là, qui va déjà bien et qui n'a pas grand-chose à faire, donc il veut vraiment venir laisser sa marque. Donc ça montre que c'est pas une pré-retraite, il veut vraiment mettre ses mains à la pâte et transformer l'écurie et vraiment les emmener, là, réussir à réaliser le fameux plan quinquennal que Lawrence Stroll avait mentionné au début de son acquisition, de dire, moi, je me donne 5 ans et je veux rendre Aston Martin une écurie compétitive qui aspire au titre. Du moins, il a mis les bonnes bases solides en place s'il veut y parvenir. Il n'y a jamais rien de garanti dans le sport en général et encore moins en F1, mais les efforts sont là et j'ai bien hâte de voir ça. Bien hâte de voir ça. Puis d'une certaine manière, je suis content que ça soit chez Aston Martin parce que, comme Adrian Newey l'a dit, il veut transformer une écurie, il veut l'emmener en haut plutôt que s'il avait été chez Ferrari. Je pense que Ferrari, alors, on aurait eu besoin de Newey, mais on est déjà bon. On n'est pas encore au sommet. On est déjà une écurie qui s'en sort bien. Du côté de Mercedes, je pense qu'on a les outils en place pour continuer à performer, continuer à évoluer. McLaren en font la preuve depuis déjà un certain temps. Red Bull, est-ce qu'on va être capable de compenser pour la perte de Newey? Je pense que oui. Je pense que ça va faire mal, c'est sûr. Ça ferait mal à n'importe quelle écurie. Sauf que on a déjà énormément de personnel en place et on est déjà là, dans les bonnes écuries. Donc, le fait qu'on est capable de prendre la cinquième équipe du peloton et probablement la tirer vers le haut. Ça risque de nous donner une bagarre à 5 plutôt qu'une bagarre à 3. Ça, c'est bien entendu si tout se passe bien vers le tournant de la nouvelle réglementation, de toutes ces choses-là. Mais je pense que ça peut être que du positif pour la Formule 1. Autre sujet qui retient l'attention depuis le début de l'année, bien sûr, c'est une saison historique pour plusieurs volets. Le volet qu'on a 24 Grands Prix, mais aussi le fait qu'en début de saison, on avait 14 pilotes qui se retrouvaient sans contrat à la fin de la présente saison. Ça, c'est quelque chose qui était assez exceptionnel. Beaucoup ont trouvé preneur déjà. Il reste que deux postes à combler, c'est-à-dire celui chez Racing Bulls, qu'on n'a toujours pas confirmé si Daniel Ricciardo retiendrait son volant. C'est plutôt Liam Lawson. On peut vous dire pratiquement à 90% que ce sera lui aux côtés peut-être de Yuki Tsunoda, à moins il se passe d'autres choses chez Red Bull. Mais Liam Lawson devrait prendre ce volant-là. Et l'autre qui reste, c'est celui aux côtés de Nico Hülkenberg. Il reste une saison à Sauber en F1 avant le tournant Audi. Maintenant, ça serait entre Valtteri Bottas et Gabriel Bortoleto. Valtteri Bottas, là, il le dit du bout des lèvres. Si on se fie à ce qu'il disait, c'était pratiquement confirmé que c'était lui qui avait le volant, au moins pour l'année prochaine. Ce que je trouve que c'est quand même un choix prudent du côté de Mattia Binotto et du groupe Audi. En allant une saison de plus avec Bottas, on garde l'expérience, on aide à développer notre écurie d'usine parce que c'est ce qu'on veut. On l'avait mentionné dès le départ qu'on voulait des pilotes d'expérience. Bottas a énormément d'expérience pour ces saisons qu'il a passées chez Mercedes. Donc à ce moment-là, je pense que c'est une bonne décision de peut-être se donner une année de continuer à évaluer d'autres pilotes, voir si on a d'autres alternatives. On sait que Bottas, dans les négociations, voulait avoir un an plus une autre année d'option. C'est ce qu'on voulait pas du côté d'Audi. Mais là, Bottas, il mentionnait là, dans ses entrevues là, que il dit, j'en dis trop, je vais pas trop en dire, j'en dis pas plus, mais ça va bien, mais non, je veux pas en dire plus. On dirait qu'il voulait pas gâcher la négociation qu'il y avait, mais c'est pratiquement comme s'il voulait annoncer que c'était fait, qu'il serait là l'année prochaine. Puis l'autre candidat qui a été dans les rumeurs, là, Gabriel Bortoleto, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un pilote de F2, le Brésilien, il a 19 ans et il appartient à
vous allez connaître, là, peut-être que ça vous dit quelque chose, ce nom-là. Il appartient à son agent, là, c'est un dénommé Alonso Management, oui, bien sûr, Fernando Alonso, qui est derrière Gabriel Bortoleto. Donc, lui aussi, il pousse fort pour essayer de lui dénicher un volant. Il est aussi un pilote McLaren et la bagarre, le McLaren-Red Bull, pour les gens qui n'ont pas la chance de regarder des courses de F2, mais elle n'est pas seulement en Formule 1, puisque présentement, là, celui qui mène le championnat, c'est Isaac Hadjar avec 165 points. Et le deuxième au classement avec 154 points et demi, eh bien, c'est lui, Gabriel Bortoleto, qui est un pilote McLaren. Donc, c'est pas un gars qu'on prend de nulle part et qu'on le met dans les rumeurs pour avoir un volant en F1. C'est un gars qui fait bien présentement en F2. Quand on regarde les Kimi Antonelli, qu'on regarde les Jack Doohan, qu'on regarde les Oliver Berman ou Franco Colapinto, qui est présentement en F1, et là qu'on prend la peine de peut-être considérer un gars qui se bat, qui dispute le titre, c'est très justement un sujet qui était à l'honneur dans notre épisode entre deux courses de la semaine dernière, n'accorde pas assez d'intérêt aux pilotes qui font bien dans la sous-catégorie de la F1, c'est-à-dire la F2. Donc, toi, tu vois ça comment? Est-ce que tu continues d'y aller? Je sais que tu t'es déjà avancé à dire que tu aimais bien Valtteri Bottas, tu aimes bien ses temps de qualification, tu aimes bien son expérience, mais est-ce que Gabriel Bortoleto en fait assez cette saison en F2 pour te convaincre qu'il mériterait sa chance à compter de l'an prochain chez Stack Sauber? Ou tu lui laisserais peut-être une autre année à l'observer de loin avant de vraiment te commettre et de lui offrir un contrat pour le tournant Audi en 2026? Ouais, c'est sûr que ça sera pas un contrat chez McLaren, ça, pour le futur, pas mal prolongé. Mhm. Fait que sa meilleure option, c'est vraiment ça, mais honnêtement, pour Audi, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de deux pilotes d'expérience? Ils ont déjà un Nico Hülkenberg, qui peuvent peut-être s'accorder le risque d'avoir un plus jeune pilote, puis au moins, finalement, donner la chance à quelqu'un qui fait bien dans la série de développement pour arrêter de donner l'impression que ben, tu peux venir un peu n'importe où. Si tu as de l'argent, tu peux acheter ton siège comme les derniers, quoi, trois pilotes. Ils ont beau être très bons, je suis pas en train de réfuter ça, mais ils sont dans le championnat. Pas tant là. Ils ont une couple de bons résultats, pas vraiment de constance. Ça promouvoit pas le système d'échelonnement de la F4 à la F1. S'il n'y en a pas au moins un là-dedans qui le mérite, il y a plein de champions de F2 qui ont peu leur chance. Fait que moi, je serais peut-être plus du genre à laisser la chance aux jeunes, aux coureurs, surtout quand ils font bien, puis qu'ils sont dans un auto-championnat. Est-ce que ça pourrait être dans un an ou deux? Peut-être, mais au moins, ça leur permettrait d'avoir un peu de rotation là, un peu de nouveau sang. Dans un F1, on a eu l'année passée, ou cette année, la première année, il n'y a pas de recrues. On peut faire l'inverse au moins. Ajouter du nouveau sang, créer des nouvelles dynamiques, créer des, des nouvelles rivalités intéressantes. Donc, moi, je suis tout pour ça. Moi, c'est plus. J'ai pas vraiment de réponse, mais c'est ma réponse. Ben, surtout que Bortoleto, s'il sécure le championnat dans les dernières courses de F2, ben, il risque d'être plus en demande. Là, présentement, si on Peut-être. se commet, puis on lui offre un contrat, comme tu mentionnais, ses options pour progresser chez McLaren, c'est pratiquement nul. Lorsqu'on sait que comment Lando Norris va présentement, on lui a offert une prolongation de contrat. On a Oscar Piastri, bien sûr, il va avoir un contrat à renégocier, à compter au tournant de la saison 2026, mais je vois très mal McLaren décider de se départir d'Oscar Piastri, qui est, selon moi, la relève de la Formule 1 et probablement la relève chez McLaren aussi. Donc, c'est sûr que là, du côté d'Audi, si on veut pas que d'autres écuries commencent à trouver que ça pourrait être attirant d'offrir un contrat à Bortoleto, ben là, c'est peut-être notre opportunité d'y aller vers là. J'aime aussi le fait qu'on peut peut-être lui offrir un contrat, lui dire tu t'en viens pilote d'essai l'année prochaine avec nous, tu termines en F2, bien sûr, s'il gagne le championnat, c'est terminé. À ce moment-là, ben, tu fais la transition avec nous. On commence à te préparer, puis Bottas, mais on le garde une année de plus juste pour vous dire qu'on a notre fameux gars d'expérience qu'on semble vraiment vouloir, là. Peut-être que j'essaye un peu d'avoir le beurre et l'argent du beurre en essayant de sécuriser le jeune puis en gardant mon gars d'expérience. C'est peut-être là qu'on va aller de ce côté-là. Puis c'est peut-être pour ça aussi que de ce que j'étais capable de lire entre les lignes de Valtteri Bottas qui semblait vouloir avancer, qu'il avait le contrat en poche pour l'an prochain. C'est peut-être l'alternative qu'on semble vouloir regarder. Mais j'aime ton opinion, j'aime le fait que oui, Bortoleto, il a fait ses preuves présentement, il fait bien. Donc pourquoi pas? Surtout que Audi, là, c'est pas comme si on se battait, Stax ne se bat pas pour le championnat l'année prochaine, à moins de le revirement de situation historique dans l'histoire du sport.
et il ne le fera sûrement pas là, tout de suite avec les débuts d'Audi. Donc, à ce moment-là, pourquoi pas aussi préparer une certaine relève. Nico Hülkenberg, autant qu'on l'aime bien, toi et moi, on en a parlé souvent. Je pense que tout le monde au F1 Podcast aime bien Nico Hülkenberg. Il n'y en a pas grand monde qui aime pas Nico Hülkenberg dans le monde de la Formule 1, mais ça va quand même prendre une relève à ça. C'est quand même un gars qui est rendu à la mi-trentaine, donc c'est pas nécessairement le futur de l'écurie non plus, quoi qu'il peut leur donner un bon coup de main là, à installer des bonnes bases. En terminant, pour les gens qui écoutent la F1 à travers la chaîne Sky Sports TSN au Canada, vous aurez la chance, ou peut-être pour certains la malchance, il y en a qui ne l'aiment pas, et il n'a jamais fait de l'unanimité, même dans sa carrière, mais d'entendre Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve est là comme collaborateur au réseau Sky Sports TSN au Canada. Donc, il était là déjà dans la journée de vendredi pour donner ses commentaires colorés. Il ne va jamais de main morte, il ne met jamais de gants blancs. Monsieur Villeneuve, lorsque vient le temps de donner son opinion sur les différents pilotes de la grille. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Je pense que c'est un gars aussi qui a gagné un championnat, qui a gagné des courses, qui a vécu l'adversité aussi. Donc, il est dans une position quand même pour donner des opinions sur des pilotes. Que ça fasse notre affaire ou pas, ben c'est ça des gens. Hein, quand on vit dans un monde aujourd'hui que des fois, on a un peu de difficulté à composer avec des opinions contraires à la nôtre. Mais lorsqu'on veut avoir que ce soit pas juste la cassette, bien, on peut appeler Jacques Villeneuve parce que Jacques Villeneuve, la cassette, ça fait longtemps qu'il n'a pas une, lui. Il dit ce qu'il pense, puis il dit ce qu'il veut en tout temps. Que tu sois content ou pas, il va le faire pareil. Toi, de ton côté, JC, est-ce que tu apprécies les commentaires de Jacques Villeneuve? J'aime bien le fait qu'il n'est pas là pour pas piler sur les orteils à personne. Il s'en fout un petit peu. Mhm. Et je dois l'admirer parce qu'il l'a quand même mérité, ça, comme tu dis, c'est son palmarès. Pas besoin de le mentionner, là, on le connaît bien, là, c'est une légende du sport. Et c'est agréable il est pas comme tout le temps comme la plupart des célébrités, pas les célébrités, mais des athlètes ou anciens athlètes qui préfèrent rester dans l'ombre, rester retirés, pas faire trop de vagues dans leurs après-carrière, ils sont juste contents d'être là puis d'avoir fait leur temps. Donc lui, il y a tout le temps un petit peu d'huile à remettre sur le feu, à rappeler à tout le monde qui existe que c'est c'est bel et bien Jean Villeneuve. On ne l'a pas oublié. Fait que, de certaine manière, je le respecte. C'est pour beaucoup de choses que les gens ne respecteraient pas dans ses propos de se faire comme ça. Fait que, non, moi, j'ai toujours bien apprécié. Je l'aimais aussi beaucoup quand c'était un pilote. Quand j'étais plus jeune, c'était les premières fois que je regardais de la F1, c'était Jean Villeneuve qu'on suivait. Moi, Quand j'étais tout pareil. petit, tout petit. Moi, Ben pareil, j'ai ouais, hein, toi commencé, aussi. euh, j'ai commencé avec Jacques. Donc, c'est pour moi, mais moi, ce que j'aime, c'est que, comme tu mentionnes, non seulement il reste pas dans l'ombre, mais j'ai pas l'impression aussi que c'est un gars qui veut juste attirer l'attention, même si certains peuvent percevoir ses commentaires comme ça. Moi, je trouve qu'il y a de la suite dans les idées. Donc, c'est Oui. pas, il fait pas juste si c'est vert, dire noir pour faire le contraire de tout le monde. Et il va dire noir, puis on le sait déjà qu'il va aller de ce côté-là parce que c'est une continuité de ses commentaires et de son opinion en général. Lorsqu'il dit que Daniel Ricciardo a plus sa place en F1, il doit en donner plus. Il mentionne pourquoi il dit ça, et puis il va être conséquent à ce qu'il dit. Tu sais, il va garder là, ses idées, puis ses idées vont continuer. Puis quand que Daniel Ricciardo fait bien, ben, il dit il a bien fait, mais le problème, c'est qu'il le fasse sur seulement un week-end, qu'il soit capable de le faire sur deux, trois, quatre week-ends d'affilée comme ça, parce que Ouais, je me il souviens. y a 24 Grands Prix dans une saison. Donc, moi, je le trouve très, très bon. Je trouve rafraîchissant de l'avoir là. Et puis, tant qu'à avoir des Johnny Herbert là, qu'on a remercié chez Sky Sports, qui, tant qu'à moi, ne servait à absolument à rien, là, des cheerleaders, là, des pilotes britanniques, on en a assez, là, pas besoin d'en avoir plus. À ce moment-là, il pourra s'acheter une place en bord de piste puis faire aller les pompons, puis encourager ces pilotes britanniques dans la saison. Mais je pense que c'est bon d'avoir des gens de l'international qui vont apporter des opinions différentes. Bravo à Sky Sports qui a été écorché par le fait même par un gars qui écorche pas grand monde. Donc, je pense que ça a eu un certain poids. Même j'attendais aujourd'hui de voir si Sky Sports allait faire un retour là-dessus. Puis on a plutôt décidé d'éviter le sujet, mais c'est Adrian Newey qui a dit que la chaîne qui a les droits de la F1 sur l'international ben, est plutôt nationaliste dans leurs propos et qu'on accorde une vision différente des pilotes britanniques par rapport à des pilotes qui ne le sont pas. Il mentionnait plus précisément Max Verstappen, qu'on souvent on essaie de le démoniser
face au public. Et la même chose, il de se dire, on faisait la même chose de Sébastien Vettel dans le temps. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant d'un gars comme Adrian Newey, là, qui n'est pas reconnu nécessairement là, pour sortir les griffes, qui s'est permis ces commentaires-là dans un des podcasts cette semaine. Là, il a fait une tournée un peu partout. Donc, c'est certain là, que ça l'a fait écho là, dans les corridors de la chaîne Sky Sports et peut-être même de Liberty Media de la F1 qui vend ses droits à la chaîne. Puis, rien contre le réseau parce que je pense qu'on fait un bon travail en général sur la couverture du sport, mais je suis d'accord avec ça que le côté là un peu trop coloré, un peu trop partisan, on l'a, mais quand on fait venir justement des pilotes d'un peu partout, comme Jacques Villeneuve, ben à ce moment-là, je pense qu'on réussit là à rééquilibrer ça un peu. Donc c'est peut-être juste je pense que c'est juste un hasard, ça devait être planifié d'avance, mais je pense que ça tombe à point de l'avoir pour ce week-end. Vendredi était le temps pour les voitures de Formule 1 de prendre le circuit de la ville des vents, c'est-à-dire Azerbaïdjan, le seul Grand Prix du calendrier qui a disputé sur un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un contraste entre le nouveau Bakou et le côté plus médiéval qui regroupe des structures qui remontent jusqu'au 7e ou au 6e siècle. Le circuit fait une longueur de 6,003 km de long, ce qui inclut une ligne droite de 2,2 km, ce qui est deux fois plus long que la ligne droite que nous avons eu la chance de voir au circuit de Monza. La vitesse de pointe est de 358 km à l'heure. C'est ce qu'on peut atteindre et on dispute 63,78 d'un tour à plein régime. Le circuit de Bakou regroupe 20 virages, 10 à gauche, 10 à droite, deux zones DRS et parlons-en de ces fameuses zones DRS. La FIA qui emboîte le pas et continue dans la même direction qu'on a prise, disons, en Belgique, on avait décidé de raccourcir les zones DRS. Finalement, on n'a pas eu les résultats escomptés. Et à Monza, on l'avait allongé une zone DRS à 103 mètres. Donc, on l'avait allongé de 103 mètres. Et là, pour le week-end à Bakou, ce qu'on fait, c'est 100 mètres de plus dans la plus longue zone DRS, c'est-à-dire celle sur la grande ligne droite de 2,2 kilomètres. Un des côtés névralgiques du circuit, eh bien, c'est de bien nettoyer la piste puisque c'est des rues. On prend les rues de la ville, donc c'est en plein centre-ville. À ce moment-là, bien, il n'y a pas de Grand Prix là, à tous les week-ends, alors on n'a pas de com. Donc, c'est une responsabilité des pilotes de bien nettoyer la piste lorsqu'on envoie nos voitures. On réussit à enlever ces saletés-là, ajouter de la gomme. Donc, tout au long du week-end, vous allez voir une évolution constante et les temps devraient descendre. Même chose en qualification et tout au long, même durant la course, vous allez voir ça. Et lorsqu'on s'aventure en dehors de la ligne de course, eh bien, à ce moment-là, on peut courir à notre perte et avoir une petite frousse et aller rejoindre les murs assez rapidement. Ces murs, on en parle, eh bien, on a des virages de 90, des virages en 90 degrés, ce qui est assez spécial, mais c'est une spécification du circuit. La section de piste du vieux Bakou que je vous parlais de côté plus médiéval, on parle là d'une largeur de 7,6 mètres. Lorsqu'on dit sinueux, ben 7,6 mètres de large, c'est sinueux, pas à peu près. Et un des ennemis ou une des difficultés de ce Grand Prix-là, c'est toujours le soleil. Puisqu'on a de gros bâtiments, bien souvent, on va se retrouver à faire un virage et être à l'ombre. Puis lorsqu'on va sortir de ce virage-là, eh bien, surprise, on arrive face à face avec le soleil dans les yeux. Et en plus, le week-end de course, normalement, a lieu en avril. Et lorsque, là, on l'a déplacé du calendrier, donc on est en septembre, ce que ça fait, c'est que le soleil est beaucoup plus bas que d'habitude. Donc, beaucoup plus bas. On parle d'une heure plus tôt. Alors, les pilotes aujourd'hui se sont plaints grandement de l'avoir dans les yeux. On a un pilote avec nous, F1 Podcast. On a le bonheur de l'avoir à tous les vendredis et souvent, il est un collaborateur aussi dans notre version entre deux courses. Eh bien, je voulais te poser la question aujourd'hui, Jean-Christophe, le côté soleil versus ombrage. Qu'est-ce qu'un pilote peut faire pour ça? On sait qu'il y a des différentes visières, mais est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce qu'il y a quelque chose que, tu sais, j'imagine, là, je pense pas que le meilleur moyen, c'est de dire, ah, ben, tu te fermes un œil et tu essaies de regarder à peu près, là. Je pense pas que en tout cas, si c'est, si c'est ça ton Honnêtement, pas truc, tant loin. c'est pas si loin que la réalité. Ouais, c'est Mais en pas. tout cas, y a-t-il quelque chose que les pilotes peuvent faire normalement pour essayer de contrer là, ce problème-là ou il faut juste composer avec et essayer de faire le mieux qu'on peut? C'est vraiment juste de être toujours en prévision. Donc, pas aller juste par habitude prendre le casque que tu es plus confortable avec parce que
C'est celui que t'as porté le plus ce week-end-là, comme mettons les pilotes points, ils sont toujours conseillés plusieurs choix avant une course. C'est sur des cases différentes. Ils n'ont pas besoin de niaiser avec un petit tournevis pour enlever la visière, comme moi je ferais, admettons. Moi, j'ai juste un casque. Ouais, eux Donc, changent de moi, casque tout j'ai. simplement, là. Ouais, c'est ça, exact. Il y en a comme 5 sur un rack. Ils choisissent 3 à 5 il me semble. Puis, moi, mettons, j'en ai 3. Donc, j'en ai une de pluie qui est en clair, une plus ma régulière, disons, n'importe quand c'est un peu ensoleillé, je la mets. Puis ça fait un assez bon job. Ça m'est arrivé juste une fois dans ma carrière où est-ce que j'avais une, une course où est-ce que c'était comme proche de où est-ce que le soleil se couchait. Donc c'était à Pittsburgh, je pense. Puis on voyait pas grand-chose dans une partie du circuit. Puis honnêtement, la seule chose à faire, c'est les réflexes musculaires qui rembarquent, en fait. C'est pas une question de, il y a un truc pour mieux voir. C'est une bonne idée, spatialement, t'es où? Dans l'espace, sur la piste, avec les références que tu vois un peu partout, qui sont pas nécessairement dans ton champ de vision, mais qui sont pas dans ton champ de vision focal. Tu en entoures, après ça, comme de points de référence, juste avec l'auto, puis d'habitude, pas trop longtemps après, tu regardes aller dans une partie du circuit où est-ce que tu regagnes ta vision. Donc, c'est vraiment des moments où est-ce que tu anticipes, puis là, après ça, tu es mieux préparé, tour après tour, puis ça devient plus facile. C'est vraiment la Ouais, seule affaire. C'est un peu comme dans la pluie, on dirait. Il y a des fois, tu suis des voitures dans la pluie, c'est vraiment plus difficile. Quand tu es en avant, t'as pas de spray, là, qu'on appelle ça en avant de toi. Donc, c'est plus facile de voir. Puis c'est une question de comment t'habitues, comme quel genre de mécanisme, qu'est-ce que tu as quand ces situations-là arrivent, est-ce que tu réagis calmement ou pas. C'est vraiment plus ça, je dirais, qui détermine la différence là, entre quelqu'un qui est en réaction et quelqu'un qui est qui est proactif, mettons. j'imagine que ça évolue de tour en tour, mais allons, essayez-vous de vous donner un certain point de repère, de dire, lorsque, si je donne un exemple, là, la sortie à Monaco, on voit les pilotes arrivent, sortent du tunnel, ben, ça se peut-tu qu'ils vont établir un certain point de contact, de dire, aussitôt que je sors du tunnel, mon but, c'est de regarder le plus loin possible, saisir mon point de freinage pour être capable de le voir, ou est-ce qu'on peut faire ça, ou comme ça évolue constamment, c'est plus dur, c'est vraiment du cas par cas? C'est vraiment du cas par cas, mais c'est un super exemple, en fait, le stade à Monaco, parce que eux autres, c'est pas mal à chaque tour quand il fait un beau soleil. Ça change pas. Fait que là, ils peuvent vraiment tout le temps avoir la même référence à chaque fois. Mhm. Ils savent que, mettons, à cette note de moteur-là, avec un peu d'angle de volant, environ là, ils vont recevoir, ils vont avoir sa vision, trouver son point de freinage, puis freiner tout de suite. D'habitude, c'est tout le temps ça. Fait que là, tu vois, c'est juste une question d'habitude. Ils s'en attendent à chaque tour. Ils savent exactement où se placer. Ils vont être capables, après ça, de trouver juste le même point de repère. Puis des fois, ils le remarquent plus de temps après. J'imagine que ça devient aveuglant pendant peut-être 3/4 de seconde, demi-seconde. Puis après ça, ils peuvent regagner leur vision. Ça devient. Ils n'ont pas besoin de le voir parce qu'ils sont pas encore arrivés à leur point de freinage. Donc, c'est un moment de transition. Ça, c'est peut-être le meilleur exemple. C'est du cas par cas, comme tu dis. Mais pour cette fois-là, mettons, là, c'est une question de réflexe musculaire. Bakou, Ouais. souvent, ils sont dans l'ombrage. Tu sais que c'est des fractions de secondes, la vitesse qu'ils vont. Un moment, là, hop, j'ai plus de soleil, puis là, je dispute le virage, hop, le soleil revient. On le voyait bien là, dans les. On le voit à chaque année là, que c'est un problème. Mais c'est encore plus des conséquences aujourd'hui à cause de la hauteur du soleil, à l'heure où ce qu'on fait les séances d'essai libre, qui sera l'heure aussi des qualifications et l'heure, bien sûr, du milieu de la course environ pour dimanche. Donc, c'est déjà une bonne pratique pour eux. Mais ça pourrait être un facteur là, au cours du Grand Prix. Parce que comme tu dis, en qualification, c'est sûrement une chose, mais en course, lorsque tu suis un adversaire, si t'es premier en avant, c'est pas pire. Même là, ça peut quand même te jouer des tours, mais lorsque tu as quelqu'un avant de toi qui rate peut-être un freinage ou qui va déplacer sa voiture à gauche ou à droite, il ne faut pas que tu le perdes de vue trop longtemps parce que sinon, à ce moment-là, les résultats de ça là, peuvent être assez catastrophiques. De là, mettre fin à un week-end de course assez rapidement. Là. Pour les améliorations pour le week-end, ça va aller assez vite puisqu'il n'y en a seulement que trois. Seulement trois écuries ont apporté des modifications à leur voiture. Aston Martin, on a modifié un réflecteur sur le coin arrière de la voiture. C'est supposé nous aider à tirer de meilleures performances du sol. On sait maintenant, là, les F1, depuis 2022, ben, ils fonctionnent à l'effet de sol. Donc, toutes les fois qu'on est capable de maximiser ce fameux plancher-là, ben, normalement, on va faire des gains sur notre appui aérodynamique.
Ensuite, du côté de Racing Bulls, ben nous, on a des problèmes avec la traînée là, chez la petite sœur de Red Bull. Alors, on a modifié notre aileron avant. Je sais qu'à quel point c'est névralgique la traînée avec des longues lignes droites à bas coût. Donc, si on est capable de réduire ça, de mieux percer le vent, de réduire cette friction-là et de pouvoir maximiser notre vitesse et d'avoir une moins grande restriction, ben à ce moment-là, on devrait être capable de gagner en temps. Donc, on a modifié l'aileron avant avec ces raisons-là. Et du côté de Red Bull, on a eu une grosse réunion là, après le Grand Prix de Monza. Max Verstappen a souligné des points de la voiture. On pense même être en mesure de cibler le problème de la RB20. On a eu plusieurs entrevues au cours de la semaine qui menaient dans ce sens-là. J'ai apprécié aussi les commentaires de Christian Horner, de Helmut Marko, qui sont allés dans le même sens que l'article du F1 Podcast, où ce qu'on mentionnait même sur notre page Facebook, que le temps réduit de développement venait causer des problèmes avec la référence qu'on avait versus ce qu'on est capable d'avoir en usine et ce qu'on est capable d'avoir en piste. Comme on doit se satisfaire de très peu de temps de développement, c'est la conséquence de la nouvelle réglementation lorsqu'on a eu du succès, lorsqu'on l'a pendant un certain temps. On est pénalisé, mais lorsqu'on l'a en plus pendant 3 ans, bien, ça fait que pendant tout ce temps-là, bien, on a moins de temps que les autres écuries pour développer. Et Christian Horner mentionnait ça, là, que là, maintenant, on a une discorde qui s'est installée avec ce qu'on a en usine versus ce qu'on a en Grand Prix. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un certain moment, on a emmené une évolution sur la voiture et c'est venu déconnecter l'avant de l'arrière. C'est ce qu'on ne veut pas, parce que normalement, ce qu'on recherche, c'est d'avoir le meilleur ballon possible pour que les pilotes puissent prendre pleine confiance à bord des voitures lorsqu'on se dirige à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. On a besoin de cette confiance-là et d'avoir un bon ballon. Et là, maintenant, on a cette débalancement-là qui s'est créé. Et si je peux vous imaginer ça là, d'un point de vue plus informatique, même si je suis loin d'être un spécialiste, mais que lorsqu'on fait des mises à jour sur un ordinateur, puis là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on a eu des bugs là, qui se sont installés. Fait souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir retourner à la mise à jour précédente pour essayer d'éviter et essayer de trouver là, c'est où qu'on a eu un problème pour essayer de les effacer, de ne plus les avoir. Eh bien, c'est un peu ce qu'on essaie de faire chez Red Bull. On essaie de retourner à l'arrière dans notre progression pour être capable de voir c'est où ce qu'on est capable d'aller et éviter ces problèmes-là, de les faire disparaître, de ne plus avoir à composer avec ça. Et c'est ce qu'on a fait au cours du week-end. On retourne un petit peu à l'arrière, mais on a fait des modifications subtiles sur le plancher. On pense qu'à un certain moment, peut-être qu'on a essayé de prendre une direction et ça, ce serait venu nous causer plusieurs problèmes. Du moins, c'est ce qu'on essaie. Si ça fonctionne bien, on dit qu'on va continuer et probablement avoir une amélioration dans le même sens pour le Grand Prix de Singapour qui sera seulement la semaine prochaine. Et après ça, on a 3 semaines pour travailler, 3 semaines de pause. Et oui, on sort d'une pause en F1 et on retourne dans un 3 semaines, mais un 3 semaines bien différent parce que la convention collective mentionne le règlement sportif que lors des 3 semaines d'été, on ne peut pas développer la voiture. Mais ça ne sera pas le cas. Après le Grand Prix de Singapour, avant le Grand Prix d'Austin, on va avoir cette fameuse pause-là, mais on va avoir le droit de travailler sur les voitures et ça va être la même chose pour tout le monde. Ce ne sera pas juste Red Bull. Red Bull, on entend profiter de ce 3 semaines-là si on voit qu'on s'en va dans la bonne direction avec les améliorations qu'on présente pour le week-end à Bakou, pour le week-end prochain à Singapour, ben là, on va être capable de continuer à bâtir là-dessus et de présenter quelque chose qui pourrait venir un peu révolutionner là, la performance et être capable d'aller rechercher ce qu'on a perdu versus nos adversaires et aussi essayer de sécuriser. Présentement, c'est 8 points d'écart qui nous protègent du premier rang. Ben, il y a fort à parier que ça ne sera plus 8 points rendus à Austin. Donc, on sera peut-être en mode rattrapage. Donc, ça sera intéressant de voir, mais du moins, c'est ce qu'on a sur la main. Donc, à surveiller pour le week-end, c'est la phase 1 de ces résultats-là. Si on a des bons résultats, ben, on devrait être capable de construire là-dessus. Si on n'en a pas, ben, on va être obligé de continuer à se creuser la tête pour essayer de trouver un remède à tout ça. Donc maintenant, si on passe à la première séance d'essai libre, la EL1, qui avait lieu ce matin, on accorde vraiment jamais d'importance à ça. C'est Verstappen qui a été le plus rapide, mais on le sait, là, c'est pas très représentatif. La raison pourquoi qu'on veut en parler, c'est attirer votre attention sur ce qui a été le sujet là, de la première séance, c'est-à-dire la sortie de piste ou plutôt la collision là, Charles Leclerc qui est allé mettre sa Ferrari dans le mur au virage 15. Il y a aussi eu Franco Colapinto. Les deux ont fait sortir les drapeaux rouges. Du côté de Franco Colapinto, c'est peut-être plus compréhensible. Du côté de Charles Leclerc, je m'explique mal un peu la situation.
J'avais une conversation avec un ami pas plus tard que hier sur le fait que Leclerc est très, très bon. Normalement, en Azerbaïdjan, il réussit à pousser aux limites parce que c'est vraiment un circuit là, d'être téméraire. Il faut vraiment aller pousser la limite, aller frôler les murs. Il faut être un peu kamikaze là, pour avoir des bons temps. Puis normalement, Charles Leclerc est capable de faire ça, sauf que je soulignais le point que ça lui est déjà arrivé de se brûler avec ça. Je m'attendais peut-être à ce que ça arrive, mais pas en pratique 1. Là. Lorsque tout le monde sait, là, on le mentionnait dans le début de la présentation du circuit, à quel point que c'est pas utilisé souvent, puis que on peut facilement prendre des débris à l'extérieur de la ligne de piste, puis que ça devienne glissant. Donc, de le voir se retrouver dans le virage 15, tu es un peu déçu de ça de ton côté, là, surtout avec l'expérience qu'il y a. Oui, c'est des choses qui arrivent, Ouais. mais c'est sûr que de quelqu'un qui potentiellement, prochainement, prétend un titre, c'est le genre de choses que tu veux pas faire. Malgré que Verstappen aussi a eu son petit moment, là, qui était presque un crash, étant lui-même un champion du monde, c'est sûr que ouais, c'est jamais idéal, mais il l'a fait tôt au moins. Tu sais, ça n'a pas impacté une autre session ou quelque chose de plus important. Il a quand même été capable d'aller mettre le meilleur temps après ça à la deuxième pratique. Donc, tout est bien qui finit bien, mais ouais, toujours un petit peu décevant. Mais surtout dans la pratique 1. Tu sais, je suis conscient de ce que tu dis de Verstappen qui a vraiment passé proche de l'écraser dans le mur, là, au même endroit. Je comprends même pas comment il a réussi à freiner à temps. Là. Il restait vraiment pas grand-chose. D'après moi, il voulait vraiment aller lire de près c'était quoi le nom du commanditaire qui était inscrit sur Exact. cette clôture-là. Mais c'était en séance de Célib 2, là, à un moment où ce qu'on pousse un peu plus les voitures qu'on va chercher. Mais de voir Charles Leclerc si tôt dans la journée, c'est sûr que on va aller chercher la limite. Il sort d'une victoire à Monza, voulait voir ce qu'on avait dans le ventre. Comme tu dis, le côté positif de ça, c'est que c'était tôt dans la journée, donc on a eu quand même la chance de se retourner. Il a bien fait en séance d'essai libre la deuxième, c'est lui qui a été le plus rapide. Avant qu'on passe à cette période-là, ben, du côté de Franco Colapinto, c'est plus compréhensible. Hein. Déjà, c'est seulement son deuxième week-end de course. C'est un peu drôle aussi, la comparaison qu'on va être capable de faire au cours du week-end, c'est que si on se ramène un peu à l'arrière, il y avait Nick DeVries qui avait fait ses débuts dans une Williams à Monza, qui avait très bien fait. Ensuite, avait obtenu un volant avec l'écurie à l'époque qui s'appelait, on avait le nom AlphaTauri, qui est maintenant Racing Bulls. Et après ça, ça a été moins bien. Et le point où ce que ça a été catastrophique, c'était à Bakou. Donc là, on peut vraiment faire une comparaison un peu boiteuse, mais quand même assez proche de ce qui est arrivé, de dire, voilà, Pinto a très bien fait à Monza, et là, tout de suite après notre évaluation, la deuxième qu'on a, c'est ce qu'il va être capable de faire à Bakou. Sur le circuit d'Azerbaïdjan. C'est sûr qu'il n'a pas la même expérience que De Vries. De Vries avait 28 ans, Colapinto est beaucoup plus jeune, mais on a quand même un comparatif comme ça. Donc, de le voir frapper le mur en commençant la journée, j'ai fait comme, oh non, pas vrai, ça va pas finir comme ça. Mais c'est quand même bien repris de l'autre côté, mais c'est sûr que c'est pas une situation facile un circuit comme ça là, pour lorsque tu en es seulement euh, ton deuxième Grand Prix en Formule 1, ton deuxième week-end de course et que tu veux te prouver. Si on s'en va dans la deuxième séance d'essai libre, je le mentionnais, c'est Charles Leclerc qui a été le plus rapide par vraiment pas grand-chose, par 0,006 secondes devant le roi de Bakou, c'est-à-dire Sergio Perez, le seul et unique pilote qui a réussi à remporter ce Grand Prix deux fois. Il n'y a personne d'autre qui a réussi à faire cet exploit-là. Donc, sont très minimes, les exploits de Sergio Perez dans sa carrière. Donc, il faut quand même les souligner. C'est le seul. Oh, je ne veux pas Bon. être méchant. Là, je me réentends, je dis, ça sonne tellement méchant, mais c'était pas le cas. Mais en tout cas, mais oui, Sergio Perez, c'est le seul à avoir remporté deux fois le circuit, le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il espère bien récidiver, le faire une troisième fois, un tour de chapeau. Pourquoi pas? Il semble en pleine confiance. Il est très, très bon. Les virages lents, c'est quelque chose qui font sortir le meilleur de lui-même. Là, ça va paraître une continuité à mon commentaire déplaisant que je viens de faire, mais si on avait plus de circuits comme Bakou, il serait probablement un aspirant à être champion du monde. Mais malheureusement, des circuits comme Bakou, il n'y en a pas assez. Il y en a pratiquement un comme ça avec des virages en 90 degrés. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est plus difficile pour lui. Troisième, c'est Hamilton. Hamilton aussi est très, très près à 0,066 du temps enregistré de Charles Leclerc. Donc, il est troisième. Après ça, c'est Carlos Sainz au quatrième rang. Là, on commence à créer un petit écart. Là. On va avec 4 dixièmes du côté de Sainz. Piastri, cinquième, lui aussi, pratiquement à une demi-seconde. Ensuite, Verstappen, sixième, un peu plus qu'une demi-seconde de son côté. Ensuite, on a Lance Stroll, septième, huitième pour Hülkenberg.
neuvième pour George Russell. George Russell, là, on a eu des problèmes du côté de Mercedes. On a été obligé entre les séances, là, il y a des tests qui sont faits. On fait des tests de lubrifiant, un peu comme on le fait, nous, quand on va, même si c'est un peu moins répandu maintenant, mais à la station-service, on demande aux pompistes, pour ceux qui ont encore des pompistes, on demande de vérifier l'huile. Mais là, à ce moment-là, lorsqu'on a pris ces prélèvements d'huile qui sont beaucoup plus techniques et beaucoup plus poussés, bien sûr, en Formule 1, c'est pas juste le gars qui tire le bâton et qui regarde, ouais, elle est belle, c'est beau, on continue. Lui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des échantillons. On vient avec cet échantillonnage-là, puis là, on se rend compte qu'il y a des problèmes avec le moteur. Donc, on n'a pas pris de chance du côté de Mercedes. Entre les deux séances, on a fait changer le moteur à bord de la Mercedes de George Russell. Du côté de Hülkenberg, lui, je le mentionnais, il a été huitième. Lui, il a eu des problèmes de DRS dans la première séance de ses libres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré l'aileron arrière, puis on l'a remplacé par une nouvelle. On n'a pas voulu se casser la tête et trouver le problème du côté de Haas, de dire, on a des pièces en stock, on change l'aileron, puis on passe à d'autres choses. Du côté de Oliver Burman, qui est là en remplacement du pilote Kevin Magnussen, qui a eu 12 points de démérite sur son permis, sur sa super licence. Il est suspendu pour un Grand Prix. Burman est dixième dans sa deuxième séance de célèbre, première journée à Bakou. Donc, vraiment une belle exploit pour lui Ouais. d'être Pas si appliquer des près. verres, vraiment, là. Ouais, très près de son coéquipier quand même dans les temps. Tu sais, on regarde, Hülkenberg est à 0,991 de la pole position et du côté de Burman, ben lui, il est à 1 seconde, 0,063. Donc, comme tu le dis souvent, là, t'es capable, quand tu es une recrue, tu es capable de te tenir à 2 dixièmes de ton coéquipier, c'est un exploit. Si tu es capable de te tenir à 1 dixième de ton coéquipier, ben, j'imagine que c'est plus qu'acceptable, n'est-ce pas? Ça passe dans ton livre, on met une étoile dans le cahier de Burman pour sa première journée. Un beau A. Un Un beau beau, A, beau c'est A. bon ça. Ensuite, Yuki Tsunoda, 11e, 12e pour Alonso, 13e pour Albon, 14e pour Franco Colapinto. C'était seulement qu'une question de reprendre confiance. On lui a demandé de prendre ça facile pour la deuxième séance. Et il était quand même près de son coéquipier. Même chose. Albon est à 1 seconde, 253. Et du côté de Colapinto, 1 seconde, 265. Donc là, on est très, très près, là. On est à 10 centièmes de seconde. Donc, à ce moment-là, là, on peut pas demander mieux de son côté aussi. Valtteri Bottas, 15e, Ricardo, 16e, 17e pour Lando Norris. Beaucoup de modifications sur la voiture. On cherche les bons réglages. On fait des tests côté de Lando Norris. Donc, ça n'a pas été une journée facile, même s'il a réussi à compléter 25 tours. Il ne se sentait pas à l'aise dans la voiture. Il sentait qu'il y avait un problème, un débalancement. Donc, on a essayé de trouver la solution, mais il y a fort à parier là, qu'on va réussir à mettre le doigt là-dessus là, d'ici les qualifications de demain. Il nous reste quand même une troisième séance d'essai libre qui aura lieu plus tôt dans la journée de samedi. 18e pour Gasly, 19e pour Ocon. Du côté d'Alpine, mais c'est l'histoire qui se répète, la même chose qu'on avait à Monza. On a des problèmes avec le côté hybride du moteur. Je dirais même que ça date de beaucoup plus longtemps de ça. Vous savez, Alpine Renault, on parle même de peut-être se retirer, d'arrêter de faire des moteurs de Formule 1. C'est surtout à cause de ce volet électrique-là. On n'a jamais vraiment réussi à maîtriser le côté hybride depuis qu'on a décidé de prendre ce virement-là dans la Formule 1. Ce qui arrive, c'est qu'on a besoin de cette fameuse décharge de batterie-là, surtout pour les grandes lignes droites, ce qui vient contribuer à la puissance. Et lorsqu'on a des problèmes, ça coupe. Donc, on perd notre charge ou lorsqu'on veut garder cette réserve de batterie-là nous élancer dans la ligne droite, mais lorsqu'on arrive peut-être rendu à la moitié de la ligne droite, mais notre réserve de batterie est déjà à terre, donc on n'est pas capable d'aller chercher des vitesses de pointe qui sont respectables pour se faire justice contre les autres voitures. Donc, ça a été le même problème à Monza et ça se poursuit 18e et 19e pour Ocon. Et Joe, c'est sa position depuis le début de la saison. On le dit. Maintenant, il n'y a plus de compétition pour la 20e place. Logan Sargent n'est plus là. Donc, c'est Guan Yu Zhou week-end après week-end. Ce que je t'ai nommé dans tout ça, on regarde ça. Charles Leclerc, petite analyse. Pourquoi qu'il a été premier avec un bon temps? Parce qu'il est un bon pilote, il est bon en qualification. Ferrari est bon aussi. Il faut simplement mentionner qu'il a eu une aspiration de 3 voitures en avant de lui, quelque chose qui a des conséquences très grandes à Bakou lorsqu'on est capable de se trouver un partenaire pour nous bloquer le vent en avant de nous, un peu comme on le voyait justement des comparatifs avec des grandes lignes droites de Monza. Bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça vient aider. Leclerc a eu ça. Et comme il était en retard sur son horaire, puisqu'il a donné beaucoup de boulot à ses mécanos de reconstruire sa voiture, bien, il a pris la piste plus tard
Et on le mentionnait en début d'épisode, c'est une piste qui évolue constamment. Lorsqu'on fait nos tours de qualification, notre programme de qualification plus tard dans la journée, bien, on bénéficie bien sûr d'une piste qui est plus adéquate et avec plus d'adhérence pour aller maximiser la vitesse. Est-ce que c'est seulement ça qui a eu le meilleur temps de la journée? Je ne pense pas. Je pense qu'on le dit. Bon pilote, bonne voiture, mais aussi, faut le prendre en considération. On est là pour vous livrer l'information de ce qui s'est passé dans la journée, donc je voulais vous le souligner. Maintenant, de ton côté, JC, dans tout ce que je t'ai nommé, y a-tu quelque chose qui retient ton attention? Sergio Perez qui a bien fait, Leclerc qui a le meilleur temps, ou plutôt quand on regarde justement un gars comme Berman, tu le mentionnais un peu, bien fait du côté de Colapinto aussi. Je dirais les gros faits saillants, surpris quand même, ben surpris, pas surpris, que de voir le nom de Perez qui est en Mhm. avant. Mais là, on se dit le tabaco, puis c'est une de ses pistes fétiches. Comme tu dis, ça m'avoir gagné deux fois là. C'est vraiment drôle comment il est capable de mettre le switch quand c'est des circuits qu'il aime, puis ça marche avec son style de pilotage. On a toujours vu, constater que c'était un très bon pilote quand c'était moins saillant, avec des moins bonnes équipes, comment est-ce qu'il était efficace sur des circuits de rue. Lui, il aime faire la rotation de voiture à basse vitesse, la manière que lui, il fait ça, il le fait très bien. On peut dire ce qu'on veut de Sergio Perez, il est super inconstant. Les circuits européens, il dirait qu'il fait une sieste, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais les circuits de ville, il y a toujours un petit quelque chose. Fait que ce serait intéressant de voir quand même, parce que ils ont l'air quand même sur le rythme Red Bull. Est-ce que lui-même pourrait être en jeu, tu sais, pour la victoire même? Ça serait fou, là, mais Ferrari, encore une fois, d'après moi, même s'il y a eu un taux, comme on appelle, un TOW, avec la voiture en avant, je pense quand même que ça va être la marque en qualification, les Ferrari, et particulièrement Charles Leclerc. C'est quoi? C'est trois fois là, qu'il y a la pole à Azerbaijan durant les dernières années. Ils ne gagnent pas. Les Ferrari n'ont pas souvent une bonne voiture de course, malheureusement, pour autant qu'en qualification. Mais ça a l'air d'être changé avec leur victoire à Monza. On dirait qu'ils ont un bon rythme de course, même à ça, avec une bonne stratégie. Donc, ça sera à voir. Moi, c'est les deux choses que j'en retiens, les deux facteurs importants. Sinon, plus loin dans la grille, j'ai hâte de voir comment Berman va faire. Dans encore une fois, un autre circuit de ville, qui est après ses aventures à Jeddah, ben là, c'est un autre circuit de ville, mais un petit peu plus comme un circuit normal, plus de coins à basse vitesse. Fait que je dirais que c'est les deux affaires à regarder. J'ai hâte de voir Hülkenberg comparé à lui pour ce week-end-ci, dans la même voiture. Après les commentaires qu'il y a eu pour Hülkenberg à la course à Jeddah, il disait il était tellement lent quand j'essaie de le dépasser. Puis il passait juste en arrière dans la petite place où ils font les entrevues. C'était quand même malaisant. Donc, ce sera la chimie de coéquipier a l'air correcte. Les deux s'entendent bien et les deux ont des bons temps. Donc, ce sera vraiment à voir comment ils vont en course. Sinon, je pense que c'est vraiment business as usual pour le reste. McLaren en avant. Mercedes pas loin aussi. On verra en course. Donc, ouais, ça, c'est mes faits saillants. Je dirais à regarder. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va arriver en avant. Ah, j'aime le point que tu amènes avec Berman. C'est pas facile, hein? Tu commences, comme tu dis, en Arabie Saoudite, puis ta deuxième course en F1, c'est Azerbaïdjan. C'est pas les circuits qui sont les plus permissifs, là, même si on sait que toute erreur a des conséquences en F1, mais là, les conséquences sont multipliées lorsqu'on a des clôtures aussi près du circuit, qu'on roule à des vitesses aussi hautes à travers les rails. Donc, c'est sûr qu'on voit, il a vraiment la chance de démontrer sa précision de son coup de volant. Et aujourd'hui, on est forcé d'admettre là, qu'il a rempli les exigences. Il s'est très bien positionné. J'ai trouvé que vraiment, il est impressionnant ce pilote-là, même si on a tendance, là, pas ici, là, mais je veux dire, plus quand on voit les commentaires et tout ça, à évaluer simplement ce qui se passe en F2. Mais toutes les fois qu'on l'a assis dans une F1 jusqu'à maintenant, il n'a pas déçu. Il semble faire partie des 20 meilleurs pilotes au monde pour l'instant. Disons que ça m'emmène à ma prochaine question, même. Qu'est-ce que tu ferais? Je sais qu'il est tôt, là. L'échantillon, on a juste eu deux séances de ce livre, là. Mais je te demande, Magnussen, toi, là, si tu es Yao Komatsu, directeur de l'écurie Az, est-ce que tu le ramènes, Magnussen, ou tu dis non, moi, je commence à bâtir pour l'année prochaine. J'ai Burman qui va prendre le volant à côté d'Ocon. J'ai la chance qu'il est disponible. Il se bat pas pour un titre en F2. Je suis pas en train de gâcher rien dans sa carrière. Quoique je l'emmène pas, puis je ne laisse pas terminer la saison à bord de ma voiture, et que je commence déjà à saisir ses habitudes de travail, ses habitudes de pilotage pour développer ma voiture de 2025. Je te lance la question comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment une situation intéressante parce qu'il y a
pas vraiment, on dirait, de bonnes portes de sortie. Les, celle qui va faire le moins de remous, ce serait celle de garder Magnussen après, puis juste de dire à Berman, attends un petit peu, buddy, t'as déjà un siège. Mais en même temps, ça serait donc logique aussi de juste faire merci pour les services, Monsieur Kevin, mais regarde, tu peux tirer de la pied toi-même. T'as pas de sa chance de courir un. Puis on va pas s'endetter un peu plus à essayer de te faire revenir après ça quand tu as un week-end off. Après, c'est fait c'est multiples comportements, des fois douteux, mais toujours dans un esprit d'équipe. Fait que c'est ça qui est intéressant. Parce qu'ils vont, est-ce que comme on pensait, ils vont aussi être loyaux, ce qui a quand même été la raison pourquoi il y a sa suspension, c'est qu'il était loyal à son équipe, faisait des manœuvres de fou là, en bloquant les roues, passant en avant, il conduisait comme Verstappen quand il avait 16 ans dans sa première année, là, il Ouais, faisait des à moves de, Miami. ouais, des affaires de fou, entre autres, là, il y a, justement à Jeddah aussi, une pénalité Oui. pour, ça c'était 100% de sa faute, il avait bloqué Albon, je pense. Fait que, tu sais, j'ai vraiment hâte de voir, mais si j'étais Monsieur Ayo, c'est ça son nom? Yahoo Komatsu, oui. Monsieur, c'est ça. Si j'étais lui, je pense que je serais un peu plus de glace. Peut-être que j'aimerais avoir Berman plus tôt. Si en plus il y a un bon week-end, mais c'est sûr que j'attendrai après le week-end. Ça me donnerait vraiment une bonne idée, une meilleure idée. Je suis sûr qu'ils vont attendre après le week-end pour prendre une vraie décision claire, là, à défaut de la retourner sous peu d'évidence, là, vu que c'est après un vrai week-end avec l'équipe. Mhm. Donc, ouais, moi, si j'étais lui, je sais pas pour toi, mais moi, je pense que je mettrais Berman tout de suite. Moi aussi, j'irai avec Berman tout de suite. La seule chose que, au moment où on se parle, tu sais, la question a été demandée à M. Komatsu, directeur de l'écurie. Puis lui, il a mentionné que Kevin Magnussen serait de retour au volant de la Haas à Singapour. Mais il Ah n'a bon? pas été plus loin que ça. Ah, Donc, ok, 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 ok. est-ce que c'est simplement C'est qu'on veut. c'est quand même Ouais, un livre ouvert, là. c'est Ok, ça. je comprends. Est-ce que c'est J'avais pas simplement vu qu'on ça. on voudrait Non. pas que sa carrière prenne fin sur une suspension? Que c'est notre façon, comme tu dis, d'avoir une certaine loyauté envers ses services rendus, envers le fait qu'il y a une partie de ces pénalités-là qui sont du fait que c'est sacrifié pour l'écurie. Tu sais, ça laisse entrevoir que c'est peut-être ça aussi. Parce que c'est vrai que c'est un peu malheureux. En même temps, moi, j'ai le côté peut-être un peu plus froid de dire c'est une business. À un moment donné, c'est de l'élite, puis faut qu'on avance. Qu'est-ce qu'on doit à Magnussen? Mais on lui a donné de l'argent, on lui a donné des contrats, on lui a donné tout le temps de se faire valoir, il l'a pas fait. Mais en même temps, peut-être que ce côté-là, on l'a un peu plus, le côté plus sentimental de dire on n'a pas rien qui presse d'envoyer Berman entre les murs de Singapour. Pas un circuit facile, mais on pourrait l'en laisser peut-être une dernière course à Magnussen. Puis c'est une place qui sait va peut-être justement avoir besoin de quelqu'un pour jouer du coude. puis, puis aider Hülkenberg à aller marquer des points. Donc on va peut-être l'utiliser. Ben oui, un autre circuit de ville, il aime bien ça, Monsieur Magnussen. C'est ça, on va Mais peut-être utiliser quand notre, même, notre ça serait, bloqueur. je pense que ça serait l'affaire la plus logique, mais ça serait quand même bizarre de le faire amener juste pour une course, pour les équipes. Ciao. Ouais. Ça a l'air quand même expéditif, mais au moins, dépendamment de comment M. Magnussen prend ça ou à quel point est-ce qu'il sait que son nom est écrit sur le mur et que ses jours sont comptés. Mais je sais pas. C'est vrai que ça serait un petit peu de tact de plus. Je sais pas où leur relation en est. Mhm. M. Komatsu, il était dans l'équipe avant, bien sûr, mais c'était pas lui qui a eu des épisodes avec Grosjean puis Gunther, lui, était plus dans l'arrière-plan. Il n'a pas vécu comme ça. Est-ce qu'il prendrait une décision à la Gunther Steiner? Je ne sais pas. Donc, très intéressant à suivre aussi. Bien hâte de voir comment M. Berman va pouvoir faire dans ce week-end. D'après moi, ça devrait être un très bon résultat. C'est pas un top 10, ça va être très proche. 11-12 gros max, là. C'est mon. Puis probablement Nico 10 ou 9. Faut trouver une manière d'aller chercher un point ou deux avec la grosse et lente As à laquelle on s'est habitué. Donc, ça sera bon. Ça sera bon. La Haas qui performe bien normalement en ligne droite, même si on n'était pas premier dans les vitesses de pointe Oui, aujourd'hui, ça c'est vrai. normalement on s'en sort bien. Donc je suis pas complètement surpris de les voir bien performer aujourd'hui. Je m'attendais peut-être à les voir plus
mieux placé dans les vitesses de pointe, mais on a eu des problèmes de DRS, que c'est ça aussi qu'on n'a pas complètement corrigé. Est-ce qu'on n'a pas vraiment aussi voulu montrer tout notre jeu? On s'est gardé cet outil-là que lorsqu'on sait qu'on est capable d'atteindre des bonnes vitesses de pointe, on n'est pas obligé de les montrer tout de suite. Pour te donner une petite idée, là, du côté de Charles Leclerc, oui, on l'a dit, là, qu'il y a quand même eu de l'aide dans la ligne droite, mais quand même relativement. C'est 208,832 km à l'heure. Même chose pour Perez, 208 du côté Hamilton. Tout le monde est pas mal à 208. Un peu plus bas, du côté de Saints-Piastri pour Verstappen aussi, on parle de 1 km à l'heure de moins. Même chose pour Lance Stroll dans la Aston Martin. Les bonnes nouvelles, c'est quand même, parce qu'Aston Martin, normalement, on a des problèmes dans les lignes droites sur la traînée. Et lorsqu'on arrive à Mm. Haas, ben, on concédait 2 km à l'heure sur la Ferrari de Charles Leclerc, là. C'est peut-être, comme je dis, là, c'est peut-être juste une question de réglage. Est-ce qu'on vraiment on accorde une importance à ces statistiques-là? On peut en parler, je l'ai fait, mais après ça, qu'est-ce qu'on Advienne que peut. pourra. Ouais, c'est ça. Servez-vous pas de ça là, pour aller faire vos paris sportifs que je vous conseille de les faire toujours avec modération, mais si jamais vous décidez d'en faire, ben, peut-être pas vous fier nécessairement à ce que je vous viens de donner sur ces statistiques-là. Ça peut encore changer. Ce que vous pouvez vous Oui, fier, par envoyez exemple. pas Non, de mise en demeure à Marley, s'il vous plaît. non, On non, apprécierait. exactement. Pas Tenez-nous pas responsable de vos pertes d'argent dans votre gambling. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut regarder pour les statistiques de Bakou? Ben, tu le mentionnais, la pole. Est-ce qu'on accorde vraiment une importance à la pole position de demain? Si vous êtes Charles Leclerc, ben, tu l'as dit là, tantôt, non, ne devrait pas accorder d'importance à ça. 3 fois d'affilée qu'il est parti premier, ne l'a pas gagné. Et puis, il n'est pas le seul, hein, puisqu'il y a seulement un pilote dans l'histoire, là, dans les 7 éditions du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui a remporté un Grand Prix en s'élançant de la pole, et c'est Valtteri Bottas en 2019. Donc, c'est pas gage de succès. Et si vous appelez Lando Norris, lui qui a de la difficulté de vraiment à gagner de la pole, bien, ça pourrait être encore doublé ce facteur-là s'il réussit à l'avoir à Azerbaïdjan. La raison pourquoi que c'est pas assuré, bien, on l'a dit, les lignes droites, l'aspiration. Souvent, vous êtes plutôt, vous servez de bouclier à vos adversaires dans ces premières lignes droites. On a une grande au départ, avant le premier virage. Ensuite, on en a une grande dans le deuxième, dans la deuxième ligne droite. Ensuite, la troisième. J'ai hâte de voir aussi le DRS après le premier tour, ce que ça va donner, même si je suis vraiment pas un fan de ça. Je pense qu'Azerbaïdjan, ça va être encore plus un bon échantillon à prendre en note si on n'est pas capable de se dépasser parce que tout le monde a le DRS après le premier tour et que ça vient une course un peu endormante à cause de ça. J'espère qu'on va se pencher sur le sujet. On va arrêter d'allonger les zones DRS. On va comprendre que le problème, c'est d'arrêter de le donner au premier tour. Il y a seulement 2 écuries qui ont gagné là-bas. C'est Mercedes et Red Bull. Mercedes 3 fois, Nico Rosberg en 2016, Lewis Hamilton en 2018, Valtteri Bottas en 2019, et puis Red Bull 4 fois, Daniel Ricciardo en 2017, Sergio Perez en 2021, récidivé en 2023, on le disait, c'est le seul à avoir fait ça, et Max Verstappen qui l'avait emporté en 2022. Une fois que je t'ai donné ces statistiques-là, puis que tu t'es penché un peu là, sur ce que tu pensais ou ce que tu voyais, je te demande de faire ta prédiction pour le week-end. Qui va avoir la pole et qui va remporter l'épreuve dimanche? Je vais encore mettre mon argent sur Charles Leclerc, comme j'ai fait la semaine passée. Ça a été payant pour moi. Donc, Oui, je pense que c'est un bon choix. avec leur Ferrari, maintenant, on a l'air d'avoir beaucoup plus de rythme en course. C'est plus juste une question de one lap dash. Ils sont capables d'aller mettre un petit peu plus de downforce puis aller mettre dans les mains de Charles Leclerc pour aller voler et extirper la pole de pas grand-chose de Verstappen pour finalement se faire un petit peu détruire en course. D'après moi, ils ont un rythme. Ils l'ont prouvé à Monza. Après ça, le top 3, après ça, je mettrais peut-être c'est même pas Lando qui gagnerait, il va peut-être avoir la pole. D'après moi, McLaren ils sont un petit peu sur le frein en ce moment dans les essais. Ils sont, d'après moi, ils sont beaucoup meilleurs qu'ils montrent. Mais il va peut-être encore récidiver, se faire shifter au premier tour et être vraiment dérangé mentalement tout le reste de la course, à défaut de rattraper sa petite erreur du début qui le laisse se faire dépasser au premier tour. J'aimerais quand même qu'il me prouve que j'ai pas raison, mais j'ai plus raison qu'autrement, malheureusement, avec lui. Je ne mettrais pas mon argent après le premier tour pour qu'il reste en pole pour un bon moment maintenant. Piastri a l'air d'avoir son numéro là-dessus. Fait que je mettrais peut-être Piastri deuxième. Troisième, une Mercedes. Je vais mettre Hamilton. Il a l'air rapide ce week-end. Après ça, Verstappen, une course plus ou moins difficile. Quatrième, peut-être un Perez cinquième. Puis pour le reste, ça serait plus dur à dire. George Russell, sixième, quelque chose du genre. Je pense que ça serait mon top 5-6 avec les trois grosses équipes. Bien hâte de voir si ils sont capables de récidiver. J'aime le terme. Comme la semaine passée, 2 semaines, la semaine passée, Hmm. avec la victoire à Monza. Et
ça serait beau. On aurait encore une lutte plus proche pour les constructeurs avec un Ferrari qui se hisse au niveau de McLaren. Ben oui, une lutte à Sont trois, pourquoi juste pas. à la porte, là. Ils sont aux Mhm. portes là, des points de Red Bull. Puis Red Bull, ça descend tellement plus vite qu'on pense. Là. C'est tellement proche. Là. Ils sont à 15 20 points. Non, c'est 8 points. C'est 8 ça, points. hein? Ouais. J'ai hâte de 8 voir. points. Hey, même moi, je pensais que c'était plus. J'ai Colin. hâte de voir du côté de McLaren, on a décidé de mettre fin à la Papaya Rule. Donc, on a dit qu'on allait tout mettre les efforts Oui, c'est sur, vrai. sur Lando Norris. Donc, j'ai hâte de voir si Piastri, comme tu le dis, réussit à être meilleur en qualification, le jeu qu'on va faire en course. Mais j'ai hâte de voir aussi, on le sait qu'il n'y en a jamais eu une, la Red Bull Rules. Mais est-ce que si Perez réussit à avoir un meilleur temps de Verstappen, est-ce qu'on va faire un petit échange dans les puits, quelque chose de propre qui ne paraîtra pas trop, mais je pense pas qu'on va laisser Sergio Perez finir devant Max Verstappen. Donc, je pense que tu as bien fait de le mettre derrière, même si à moins qu'il vraiment réussisse à prendre la pole, puis Verstappen est loin, toutes ces choses-là, mais je pense pas là, on va le laisser malheureusement pour lui, là, même s'il en aurait bien besoin de sa confiance. Je pense que le mieux qu'il peut faire, c'est d'assister son coéquipier, ce qu'il a pas réussi à faire trop souvent depuis qu'il est arrivé chez Red Bull. Donc à ce moment-là, là, c'est vraiment de l'assister, c'est capable d'être là au cours du week-end. Je suis d'accord avec toi, Ferrari, Charles Leclerc, favori pour la pole. Il y a trois de suite, pourquoi pas. Là, ça serait toute une manœuvre là, de pas aller miser sur lui pour ça. Donc j'y vais aussi avec les Ferrari en tête. Je pense que du côté de McLaren, on a du rattrapage à faire, mais je pense qu'on va être en mesure de le faire. Puis je pense que Red Bull, on est là aussi. Il y a aussi eu les commentaires du chef mécanicien, là, du directeur de l'ingénierie, puis toutes ces choses-là du côté de Red Bull qui mentionnait que avec les évolutions, on mise beaucoup sur dimanche. Donc, je pense qu'il faut lire entre les lignes qu'on pense peut-être pas avoir la meilleure voiture sur un tour donné, mais on pense avoir fait Hmm. des améliorations significatives pour le Grand Prix de dimanche. Donc, ça reste à voir à ce côté-là. La chose est sûre, c'est que comme la majorité des Grands Prix cette saison, on peut pas compter personne pour battu dans les écuries de tête. Ça peut aller pas mal à tout le monde. Puis on risque d'avoir beaucoup d'actions, on risque possiblement d'avoir des drapeaux rouges. Peut-être enfin ressortir une voiture de sécurité si on ne l'a pas vendue, là, si on a encore une voiture de sécurité en F1, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Même Exact. je m'interrogeais avec Kevin l'autre jour, est-ce que ça vaut vraiment la peine à Mercedes et à Aston Martin de débourser ces montants de fous-là pour avoir une voiture en commandite quand on... Tu sais, je pense que c'est Burt Mylander l'autre jour qui a réussi à attirer l'attention de la voiture de sécurité en la mettant dans le mur, là. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, donc il dit, ah, vous me rendre service à Aston Martin, vous me montrer votre voiture partout sur les réseaux sociaux, là, pour que les gens Ah oublient que ouais, vous faites êtes là. solide. Faites solide, exactement. Ben, écoute, en terminant, je voulais te remercier encore une fois de ta participation aujourd'hui. C'est toujours super apprécié. Et j'invite les gens aussi à aller voir sur Facebook. On l'a partagé au courant de la semaine dernière, tes exploits en piste. Vous avez été nombreux à commenter, m'envoyer des messages, t'ont trouvé très bon. Personnellement, moi aussi, j'ai trouvé que ton coup de volant est très impressionnant et on voit à quel point tu dois travailler fort à bord d'une F2000 comparativement à ces voitures-là qu'on voit week-end après week-end, les F1. Donc, on salue ton travail. Là. Puis, au nom de tous les auditeurs, là, je voulais te féliciter parce que c'est un très, très Ben, beau vidéo. merci. Puis, on Wow. est capable de vraiment capturer la vitesse et comprendre ce que tu vis un peu plus. Et puis, j'invite les gens aussi à suivre sur ta chaîne YouTube qui s'appelle, de mémoire, c'est JC Tran. Hein? C'est pas JC Tran Exact. Racing. Ça, c'est sur Facebook. Je pense que c'est juste JC30. Ouais, Ouais, super JC. simple. C'est Mon nom. ça. Quelques vidéos, quelques victoires, quelques poles, lap de record aussi à Pittsburgh. Coupe d'affaires cool. Moi, c'est mes vidéos là je pose juste qui me rend fier. Donc, c'est cool quand les gens peuvent réciproquer le fait que les autres aussi sont fiers de pouvoir m'écouter ou puis qu'on jase ensemble puis que laisse le podcast. Genre de sentiment d'appartenance, ça fait chaud au cœur. Puis c'est toujours vraiment agréable à entendre, toujours très reconnaissant. Non, j'ai eu beaucoup de commentaires. Puis pour les gens là, qui n'ont pas compris la chaîne du JC Trahan, si vous cherchez la chaîne, vous la trouvez pas, envoyez-moi un petit message, ça va me faire plaisir de vous envoyer le lien là, pour que vous puissiez la trouver plus facilement. Puis la vidéo est disponible sur Facebook, notre page. Donc si vous la trouvez pas non plus, juste m'envoyer un petit message, je vais vous aider à la trouver puis à la voir plus facilement. Donc oui, c'est ça. On voit vraiment le travail que tu fais au volant d'une formule d'une F2000. Donc c'est très 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 le fun à voir aussi. On voit les dépassements que tu complètes. Puis un ratio de 80% de podium, donc tu n'as pas à trop éditer les moments qui te plaisent moins dans ta carrière, là, parce qu'on voit le ratio de succès, tu pourras pas mal le mettre tout, puis je pense que tu n'auras pas trop de complexe avec le reste des vidéos. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour ta T'inquiète pas, je peux participation. t'en trouver. On va creuser T'inquiète un pas, peu. ben. Ouais, ouais, ben merci à toi, Marty. Merci à Ben, toi. merci. Super apprécié, toujours agréable. Je te souhaite un excellent week-end. Toi aussi. À plus.
C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 13 septembre. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec le retour sur le Grand Prix qui aura lieu ce week-end. Entre-temps, je vous invite à nous suivre dans les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram. Nous avons aussi une chaîne YouTube et bien sûr, suivez-nous sur Spotify et activez la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.